Bonsoir à tous et bienvenue dans le numéro du Forum de la presse du studio Kalangu de ce soir. Votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage pour mieux comprendre l'actualité de la semaine. Cette semaine, les sujets ayant marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont la situation sécuritaire préoccupante ces derniers jours dans certaines localités de la région de Difa. Le lancement vendredi à Tawa du forum de mobilisation des ressources pour zéro classe en paillote dans la ville. Dans ce forum de la presse, nous nous intéresserons également au bilan des inondations au Niger, avec plus d'une centaine de morts et plus de 150 000 personnes sinistrées, selon la Direction générale de la protection civile. Enfin, nous terminerons par la qualification de l'équipe nationale de football du Niger, le MENA Prime, pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. C'était samedi dernier à Cotonou au Bénin après avoir battu les éperviers du Togo en match retour par 3-1. Pour analyser ces différentes informations, nous avons le plaisir de recevoir comme invité ce soir nos confrères. D'abord, Husseini Issa, il est journaliste indépendant. Husseini, bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir. Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir Gary. Bonsoir. Et Abokiari Arimi, il est journaliste à la radio alternative. Abokiari Arimi, bonsoir. Bonsoir Michel. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Dij. Commençons par notre premier sujet de ce forum de la presse. Il s'agit de la situation sécuritaire qui s'effrite dans la région de Difa après une accalmie il y a quelques mois dans certaines parties du lac Tchad. Ces derniers jours, l'on assiste à des attaques des groupes armés sur les populations civiles, notamment les pêcheurs exerçant dans les îles de la partie nigérienne du lac. Ces derniers sont d'ailleurs sommés de quitter les lieux par Boko Haram. Depuis leur départ, ces pêcheurs sont sans activité et les répercussions commencent à se faire sentir sur la filière pêche, explique Elhaji Kiari, vice-président régional du marché de poissons. Il est au micro de Guidi Abdourahman. La situation sécuritaire de la région de Difa est caractérisée ces derniers temps notamment par les enlèvements répétitifs des populations civiles, notamment dans la ville de Ningimi, et d'autres aussi incidents d'attaque des véhicules aussi sur l'axe Kinyandi-Ningimi, avec enlèvement de personnes et paiement de rançon. Une ambulance a été volée en plein jour. Et tout dernièrement également, l'autre incident grave, c'est aussi le fait que Boko Haram sommait les populations de quitter les îles du lac Tchad. En tout cas, nous pensons que la situation devient grave. En cela, nous appelons les autorités vraiment à prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser les populations et leurs biens. Abokiari Arimi, quelle analyse vous suscite cette situation actuelle au niveau sécuritaire dans la région de Difa? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des années passées, parce que ça a commencé depuis 2015, mais les années passées, quand la Komadougou est là, parce que c'est la période et maintenant ça va atteindre la période de crue, normalement vers le mois de décembre. Donc pendant cette période, il y avait une accalmie qui est cette cours d'eau naturelle, n'est-ce pas, qui sert aussi de frontière à certains endroits entre le Niger et le Nigeria, donc qui bloquait le passage des groupes armés. Et donc la population avait un petit répit, ça permettait aux gens de cultiver, d'aller et de venir vraiment tranquillement. Ce qui n'est pas le cas cette année. Et vraiment, moi, je suis amené à me poser beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont du nouveau matériel qui leur permet de passer rapidement d'une rive à l'autre? Ou bien, vraiment, ils ont carrément
écumer, vraiment progresser en nombre, et ça leur permet d'être partout à la fois, et donc peut-être être au-dessus des capacités des forces armées nationales pour ne pas pouvoir résister à ces assauts-là. Parce que ce n'est même plus au-delà de Difa qu'ils attaquent, mais c'est entre Difa et Maïné. Et ça aussi, c'est nouveau. Ces attaques étaient extrêmement rares à l'époque entre ces deux localités. Et donc, moi, c'est que c'est à expliquer, et je crois que la solution aussi ne peut se trouver que là. Parce qu'avant, il y avait des positions vraiment d'abord momentanées sur toute la ligne qui permettaient tout de suite de réagir. Et quand il y a eu les avions ils ont été dotés en 2 avions qui permettaient de réagir et tout, à l'armée, les gens étaient plus ou moins rassurés. Mais ces 2 semaines, vraiment, ce qui se passe, c'est inquiétant, comme a le dire le porte-parole là, le vice-président des pêcheurs, en fait, des commerçants du poisson. Donc, vraiment, et au-delà maintenant de entre Maïné et Difa, à Ngimi, en réalité, les enlèvements n'ont jamais cessé. Et ça c'est la zone d'ailleurs qui enregistre justement le plus de ces enlèvements, de plus d'enlèvements contre paiement de rançon. Justement, c'est vraiment enlèvement, et c'est souvent ça se passe à Ngimi ville. À Ngimi ville, à quelques mètres parfois. Moi, j'ai vu une maison, c'est vraiment à combien de mètres, on va dire, de la compagnie militaire qui est là. Et ce qui est étonnant, il y a quand même une marche à faire, un temps à perdre avant d'aller sur le lit du lac quand tu quittes Ngimi. Et généralement, ils viennent opérer à cheval ou à pied. Mais jusque-là, en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu qu'ils ont été interceptés, qu'ils ont été... Mais ces personnes-là, c'est qui viennent bouleverser Mais la écoutez, quiétude. on peut dire que c'est vraiment comment les forces comment on dit, les forces armées non étatiques. Voilà, les forces armées non étatiques, si on peut, les groupes armés non étatiques, parce que c'est contre rançon. C'est contre rançon. Beaucoup pensent qu'il y a aussi des groupes, des bandits, parce que des gens qui ne sont pas aussi organisés que eux, qui font aussi pour tirer leur épingle du jeu. Il y a quelques cas souvent qui ont été cités, mais vraiment, il faut mettre ça dans le compte vraiment des groupes armés non étatiques, mais qui ont vraiment une certaine liberté à agir à partir de 22h, de 23h à Ngimi ville. C'est une grosse ville, hein. Ngimi, c'est pas un village où on peut... Sûr. Voilà, et donc ça, c'est ce qui est étonnant. Ils ne sont jamais interceptés, ils viennent, ils agissent, ils prennent les gens, ils s'en vont, et la population s'organise pour payer la rançon, on relâche la personne. Ça, c'est vraiment, ça n'a jamais cessé, et c'est là-bas que ça a commencé, mais c'est aussi là-bas que c'est le plus grave. Maintenant, que se déplacer, il y a un mois, j'étais à Difa, justement, on était de passage à... comment on appelle, Gagamari, quelqu'un a informé notre chauffeur que non, il y a un tel aussi qui vient d'être enlevé, que c'est après, j'ai demandé au chauffeur, mais c'est qui ça? Il dit non, c'est un vendeur de carburant. Peut-être qu'il n'a pas respecté ses engagements ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, je crois qu'ils sont en nombre et ils arrivent vraiment à feinter, à vraiment ne pas être aperçus ou vraiment... L'armée, les forces légalistes n'arrivent plus vraiment à les contenir. À maîtriser la situation. Merci beaucoup. Malheureusement, comme on le dit, c'est une guerre asymétrique. Bien sûr. Et les armes aussi sont asymétriques, si je peux m'exprimer comme ça. Ce n'est plus venir tirer sur les gens, non. Mais aussi pour leur survie, ils viennent. C'est une façon vraiment aussi de mettre la pression sur la population, de semer la terreur. On prend l'argent, on appauvrit davantage les gens qui sont déjà appauvris par 5 ans, 7 ans de guerre. Donc c'est là, vraiment c'est nouveau. Ils ont toujours plus
d'un tour, comment on dit, vraiment d'une corde à leur flèche. C'est donc une situation inquiétante, extrêmement difficile. C'est vraiment, ça m'aide. Voilà. J'ai lu il y a 2 jours comme ça la façon dont l'État mauritanien s'y est pris pour ne pas être attaqué jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, à partir de 2000, quand ça a commencé ici, 2012, 2013, eux, ils n'ont plus été attaqués. Et les mesures qu'ils ont mises en place ne s'appliquent certainement pas, ne s'adaptent peut-être pas ici chez nous, mais ça permet de comprendre qu'il y a toujours des mécanismes, il y a vraiment des démarches à suivre pour éviter le pire. Quelle démarche, par exemple, très rapidement? Écoutez, la population est mise en contribution, rassurée. Les jeunes sont massivement recrutés dans l'armée. La Mauritanie ne compte que 4,5 millions de personnes aujourd'hui habitants, alors que nous sommes... densité. Oui, mais ils ont autant de militaires que nous, par exemple. Voilà. Et donc, les militaires, leurs ressources, leur paie, leur salaire a été valorisé, n'est-ce pas? Du coup, les jeunes ont envie d'aller dans l'armée que d'aller... Ainsi de suite. Au Niger, l'État parle pratiquement de certaines de ces mesures. Oui, ce n'est pas une guerre normale. Merci. Il faut s'adapter. Le désert que nous avons, le climat que nous avons à ces réalités. Et je crois que les gens vont au-delà de la réponse vraiment militaire. On doit chercher vraiment à s'adapter parce que c'est une guerre autre. C'est une première fois pratiquement que c'est expérimenté chez nous. Les Vietnamiens ont résisté aux Américains de la même manière parce qu'ils ont trouvé des mécanismes pour résister. Voilà, Gaga Amadou, ce qui inquiète ici, il l'a dit, c'est qu'on voit des populations qui ont peur et qui s'appauvrissent puisque donnent leurs moyens de subsistance à des terroristes qui, à travers les gains qu'ils obtiennent, s'enrichissent et peut-être même s'achètent des armes. Comment expliquer tout ça? Quels sont les objectifs visés par ces groupes armés non étatiques à un moment où, on le sait bien, le gouvernement s'efforce à faire en sorte que les personnes déplacées internes puissent retourner chez elles, dans leur terroir? Justement, c'est ça le but, c'est-à-dire qu'il faut perturber la culture sociale des populations. Il faut les empêcher pratiquement de vivre pour pouvoir dérouler l'agenda que les groupes terroristes veulent mettre en place, veulent continuer à mettre en place. Vous savez, il y a quelques mois de cela, la force multinationale mixte avait vraiment obtenu des résultats probants sur le terrain. Du G5, voilà, donc ça permettait en tout cas de redonner de l'espoir, et l'État même avait engagé des opérations, comme vous l'avez rappelé, à juste titre, le rapatriement de certaines populations qui sont déplacées à cause de cette insécurité-là dans leur zone d'origine, dans leur zone d'habitation. La première vague, c'était en juin 2021 avec Baroua. Voilà, avec Baroua. Et déjà, des contingents militaires sont partis appuyer justement ce retour des populations-là. Maintenant, c'est inquiétant de voir que l'insécurité est en train de revenir. Et moi aussi, j'étais il y a un mois de cela à Difa, mais je n'ai pas atteint Difa, j'étais à Goudou Maria. Et justement, on devait se déplacer de Goudou Maria pour partir à Difa. Et c'est pratiquement le chef de canton qui nous a dissuadé de prendre la route. Il dit c'est très dangereux. Il dit voilà, on reste à Goudou Maria et puis on fait ce qu'on doit faire et puis on est revenu. Ça m'a inquiété, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit mais attention, ça veut dire que la situation est en train de se redégrader ou bien qu'est-ce qui se passe? Donc ça interpelle l'État pour que des mesures soient prises, n'est-ce pas? Surtout en cette période de culture et des pêcheurs qui sont empêchés de pêcher. Et c'est une situation extrêmement intenable pour la population. L'État doit prendre des mesures pour sécuriser la zone. Pourquoi pas? Je ne sais pas si la Komadougou, s'il y a assez d'eau maintenant pour permettre aux embarcations faire des patrouilles sur la Komadougou. Je ne sais pas. Il faut trouver des moyens pour pouvoir sécuriser ces populations-là. Sinon, on va retourner et tout ce qui a été entrepris comme démarche pour amener les populations va être un échec. Parce que apparemment, ils sont en train de monter en puissance et les populations qu'on a ramenées risquent d'être redéplacées. Et c'est ça le risque. Alors que ces populations avaient quitté leur village d'origine depuis 2015. Bien sûr. Donc, bien sûr. Pratiquement 7 ans. Merci beaucoup. Mais j'aimerais ajouter quand même quelque chose pour dire que
Bon, heureusement que je crois, lors de la dernière visite du président de la République à Difa, la question du recrutement des jeunes de Difa a été vraiment annoncée. Des soldats de proximité qui vont travailler dans ces zones. Bien sûr. Et je pense que ça, comme l'a dit Arémi, c'est peut-être une des options qui va permettre, en tout cas aux forces de défense et de sécurité, de mieux maîtriser ce secteur-là, n'est-ce pas, et de pouvoir ramener vraiment la quiétude sociale. Donc ça fait partie des points bien sur sûr. lesquels il faut miser. Bien sûr. Oui, Hussein Issa, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que la paix et la stabilité reviennent dans toutes les zones concernées par ces atrocités qu'on voit? C'est une guerre asymétrique. Ça dit que tu ne connais pas l'ennemi, tu ne connais pas ses positions. N'est-ce pas? À partir du moment où tu ne connais pas la position de l'ennemi, c'est que tu es fragile. Toi qui cherches à te défendre, il peut te surprendre à tout moment. On est dans cette situation-là, n'est-ce pas? Il y a eu une période d'accalmie. Et Rémi vient de dire quelque chose, c'est que précédemment, pendant cette période, c'est à ce moment qu'on enregistre l'accalmie dans la région avec le cours d'eau qui s'est rempli, ça devient difficile à traverser. Mais certainement, je me dis quelque part, c'est que ces gens qui s'adonnent à ces actes-là, parce que quand ils enlèvent, ils demandent des rançons, n'est-ce pas? Au départ, on ne connaissait pas ça, n'est-ce pas? Ils venaient, ils semaient la terreur, ils s'en allaient. Je me dis quelque part, il y a toujours la présence de Boko Haram dans la zone, mais il ne faut pas aussi exclure ce phénomène de banditisme armé où des gens ont considéré qu'à la faveur de cette crise sécuritaire-là, ils peuvent se faire de l'argent. C'est vrai, il n'y a pas que le terrorisme, il y a le banditisme armé, sûr, le grand banditisme qui fait que certains des criminels sont prêts à tuer pour s'enrichir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire revenir qu'est-ce qu'il la faut calmie? faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier les initiatives. Et un peu, il faut multiplier les initiatives. D'abord, on dit les populations. Les populations collaborent. Hein. Moi, je témoigne, les populations, ils collaborent. Maintenant, c'est que sur le renforcement du dispositif, n'est-ce pas? Avec l'initiative de pouvoir recruter des jeunes pour pouvoir assurer, moi je dis c'est une bonne chose. C'est à saluer, maintenant, il faut aller dans ce sens. Bien évidemment, c'est à saluer. Chercher d'autres initiatives. D'autres initiatives, il faut que l'État s'investisse parce que quand on enlève ces gens, ils demandent, les ravisseurs demandent des rançons. Il y a toujours un endroit où il faut aller déposer. Créer les conditions pour que, à chaque fois qu'il y a une situation de cette nature, c'est que l'État puisse être à côté des populations qui sont en tout cas victimes, les familles qui sont victimes, pour pouvoir localiser où se trouvent. Parce que quand ils prennent, ils ne tuent pas. Ils vont, ils regardent, quand vous amenez l'argent, ils libèrent. Mais c'est une guerre asymétrique, on l'a dit. Parfois, ils posent des mines un peu partout. Les endroits, ils savent qu'on peut avoir des engins des forces de l'ordre qui vont arriver. Ils posent des mines. Mais on ne peut jamais savoir à quel moment, dans quel coin les gens là, ils posent les mines. C'est comme un peu dans la région de Tillabéri. N'est-ce pas? C'est un peu comme ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Mali. Ils posent ces mines-là souvent nuitamment, souvent en plein jour, mais à des moments où il n'y a pas de circulation et tout. Et c'est à ce niveau que moi, quelque part, j'interpelle les forces étrangères qui sont là chez nous. Parce que s'ils se mettent à contribution ce qu'ils ont comme moyen, on peut identifier à chaque fois qu'il y a attaque, où on peut pouvoir savoir exactement où ça se trouve. Mais on a comme l'impression qu'ils sont là. Il faut donc redoubler d'efforts, c'est ça, on vous a compris? Oui, la force multinationale a fait des efforts considérables, a fait reculer, comment dirais-je, les attaques, a anéanti pratiquement. Mais bon, on est dans un contexte de saison de pluie avec la végétation et tout. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est plus la clairière. Il y a les arbres qui ont... Surtout là-bas, voilà. C'est carrément la forêt. C'est la forêt. Il y a des arbustes, voilà. 1 mètre. Alors, à ce moment, on ne peut pas dissocier un paysan qui est dans son champ avec un malfaiteur qui c'est un peu compliqué. Oui, Garé veut ajouter un mot rapidement pour clore cette partie. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que Hussein avait dit, effectivement, la mise à contribution des forces étrangères. Je me rappelle, il y a 1 an ou 2 ans de cela, on se rappelle de ce ressortissant américain qui avait été enlevé à Kony. Vous vous rappelez, non? Eh bien, les Américains
Grâce au téléphone, ils ont détecté là où se trouvent les ravisseurs. Ils sont venus nuitamment, les forces spéciales sont venues nuitamment, ils ont liquidé les terroristes, ils ont libéré l'otage là. Et donc, ça veut dire que vous pouvez, c'est possible. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Surtout qu'on a réussi à faire libérer un de leurs... la religieuse là, je dis que les Américains doivent quand même aussi beaucoup plus participer. Ah oui, c'est clair et net. Merci beaucoup. Le gouvernement donc du pain sur la planche. Il faut redoubler d'efforts parce que c'est une question de survie. L'intégrité du territoire national, c'est vital pour les populations. Il n'y a pas que Difa, il y a d'autres localités qui sont malheureusement durement touchées par cette insécurité. Jusque-là, espérons donc qu'avec le temps, des solutions idoines vont être apportées à ce que nous vivons en ce moment dans beaucoup de localités du pays. Passons au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir et c'est pour parler du lancement vendredi dernier à Tawa du forum de mobilisation des ressources pour zéro classe en paillote dans la ville de Tawa par le président du conseil de ville. Cette cérémonie de présentation du nouveau modèle zéro classe en paillote, modèle de l'ADER, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence en matière des infrastructures et équipements scolaires dans les écoles primaires et préscolaires de la ville de Tawa. Abokiari Arimi, que faut-il comprendre de cette nouvelle approche dans la lutte contre les classes paillotes au Niger? Oui, c'est une très bonne chose que les représentants de la population, je dirais, parce que c'est les mairies à Niamey, c'est les mairies qui ont organisé ça. Maintenant, c'est au niveau de Tawa. Et certainement, ça va s'enchaîner un peu partout dans le pays parce que on parle de 36 000 classes en paillote pour l'ensemble du pays. Mais moi, je pense que cette situation nécessite que le taureau soit pris par les cornes. Qui peut le faire? C'est l'État. Il ne faut pas se leurrer. D'abord, nos communes, nos mairies, nos conseils régionaux, on sait que dans le cadre vraiment du transfert de compétences, oui, on leur a donné peut-être certains pouvoirs, mais du point de vue de la gestion financière, ils n'ont pas de marge. N'est-ce pas? Oui, on peut encore aller, comme toujours, vers les bailleurs, les partenaires. Vers les partenaires, les PTF, comme on le dit. C'est des questions de souveraineté nationale. Il s'agit de construire, de fabriquer le Nigérien de demain. Et le cadre d'apprentissage doit être vraiment un très bon cadre. Et on sait que c'est des classes en matériaux définitifs qu'il nous faut. L'État n'a qu'à booster le budget de l'État. 2023, normalement, sera sur la table de l'Assemblée nationale très bientôt, en octobre. N'est-ce pas? C'est à ce niveau qu'il faut jouer. On est à quoi? À 15%. Peut-être le président Bazoum a dit qu'il va aller jusqu'à 20%, si je ne m'abuse. N'est-ce pas? Environ. Mais il faut aller au-delà. Il y a des questions qui n'attendent pas. Il y a des situations qui n'attendent pas. Issoufou avait promis cela, mais il disait que c'est à cause de l'insécurité qu'il n'avait pas pu honorer le quart du budget consacré à l'éducation. C'est parfois un peu difficile. Le budget de l'armée a plus que doublé en combien de temps? N'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas pour l'enseignement. Pourquoi c'est l'école qui doit être les parents pauvres? Non, mais aussi de façon substantielle, combien de pourcents du budget que ça doit représenter. Le budget est passé depuis l'arrivée du président Issoufou à la magistrature suprême de 1 milliard, de 1700 milliards à 3000 milliards l'année passée. Quand même, c'est une augmentation substantielle de plus de 40%. N'est-ce pas? Est-ce que le budget de l'éducation a autant évolué? C'est vraiment, il n'y a pas de tricherie possible en la matière. Oui, on peut faire de la communication pour dire que nous avons essayé. On va essayer de mettre la population à contribution. La population joue sa part de partition. C'est quoi une population? C'est de payer les impôts correctement, tel qu'il se doit, n'est-ce pas? À ce niveau, on peut mettre le paquet qu'il faut, n'est-ce pas? Mais on sait que c'est une population déjà meurtrie. Plusieurs années de crise sécuritaire, plusieurs années de famine, plusieurs années de quoi encore? C'est un peu compliqué. N'est-ce pas? Et donc, à mon avis, vraiment, oui, c'est bien
quelle que soit l'initiative pour solutionner ce genre de problème, c'est bien, mais c'est à l'État de faire un plan correct pour dire qu'au bout de tel nombre d'années, il n'y aura pas de classe en paillotte dans notre pays. Merci beaucoup des classes paillotes qui avaient d'ailleurs, il faut le rappeler, causé la mort de beaucoup d'enfants. On se rappelle en avril au quartier Pays-Bas, à côté de l'aéroport, il y a eu une vingtaine d'enfants calcinés. Et plus tard, en novembre 2021, donc la même année, près d'une trentaine d'enfants, toujours du préscolaire, ont trouvé la mort dans un incendie à l'école AFN de Maradi. C'est très triste. Hussein Issa, quelle analyse par rapport à cette nouvelle approche des autorités en charge des municipalités de vouloir remplacer les classes paillotes par des classes en matériaux définitifs? Peut-on dire que l'État est sur la bonne voie dans cette stratégie? Bon, je vais commencer par dire, Michel, l'initiative de mettre fin aux classes en paillotes remonte au premier mandat de Issoufou. L'engagement a été pris qu'avant la fin de ces 2 mandats, qu'il allait finir avec les classes en paillotes. Malheureusement, entre les discours et les actes, il y a souvent un fossé, n'est-ce pas? Hussein Issa, sans pour autant être l'avocat du diable, en fait, ce que le gouvernement dit très souvent, c'est qu'eux construisent, mais c'est que chaque année, il y a environ 500 à 600 nouveaux élèves à prendre en charge. Donc, les infrastructures, en tout cas, c'est ça ce que l'État dit. La population doit stagner. La population doit, tu as vu au monde, un endroit où la population stagne, il n'y a pas de... Ça doit non, évoluer. c'est qu'on doit faire des prévisions. C'est clair. On ne peut pas se dire, bon, on sait déjà que l'année d'après, il y aura encore 600 nouveaux enfants, 600 000 enfants qui veulent aller à l'école. Alors, mais parce qu'il y a cette situation, on peut considérer que non, on doit négliger et que les gens doivent... Non, il faut pas se faire d'illusions. Je veux dire que même à l'époque, sous les régimes Kounché, parce qu'il y avait des initiatives de cette nature, quand on a constaté, bon, le contexte n'est pas le même, c'est vrai, il y avait la Samaria. Il y a beaucoup d'écoles, c'est la Samaria qui a construit ces écoles. L'État amène juste les matériaux, les gens qui sont dans les Samarias, ils viennent, ils construisent la main-d'œuvre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué, tu ne peux pas mobiliser des jeunes parce que les gens, chacun a son parti. Les gens considèrent que bon, ce n'est pas leur affaire, pourquoi ils vont aller faire? Maintenant, la mobilisation, c'est les maires qui sont en train d'initier, n'est-ce pas? Ça dit, Arimi vient de dire quelque chose de très pertinent, c'est la mobilisation des ressources. On va demander aux populations de mobiliser les ressources. Les populations sont déjà pauvres, n'est-ce pas? Les mairies ne disposent pas de suffisamment de ressources, en tout cas financières. Ici, même pour ce qui est de la mobilisation, ce n'est pas seulement les populations, c'est surtout les partenaires techniques et financiers. Non, il ne faut pas compter. Moi, j'ai dit, il faut qu'on arrête de compter. Le développement, là, quelqu'un ne va jamais venir te développer. Où tu prends conscience que tu dois mettre l'accent sur des aspects bien précis. Des pistes où tu peux te développer, où tu vas attendre que quelqu'un décide de là où il va mettre la classe. Voilà, il ne faut pas donc compter sur ces partenaires. Non, ça fait combien d'années, depuis combien d'années on est en train de compter sur ces gens-là? Ils viennent avec leur projet, l'argent fini, on ferme, on s'en va. Gary Amadou, vous convenez? Non, ce que je dis, en fait, c'est que bon, la coopération et le développement, c'est une réalité aussi. Il ne faut pas qu'on perde de vue, et surtout que les municipalités sont souvent en jumelage avec d'autres villes. Et il y a des projets il y a beaucoup de projets au niveau des municipalités du pays. Donc, cette coopération-là, il ne faut pas aussi qu'on la jette comme si c'est quelque chose d'inutile. En fait, ce que je veux dire, c'est que ces mairies-là qui sont en train de mobiliser ces ressources-là, c'est une bonne chose. L'idéal serait que l'État puisse ne pas solliciter de l'aide. Mais comme vous le savez, même le budget national, il y a un certain pourcentage qui est pratiquement donné par les bailleurs de fonds. Ce n'est pas les fonds nationaux. Vous comprenez? Et à partir de ce moment-là, quand on comprend cela, c'est qu'on va se dire qu'au niveau des municipalités aussi, il y a un système de fonctionnement décentralisé qui fait qu'il y a les ressources qu'on mobilise pour les populations, il y a aussi les ressources qu'on mobilise au niveau de la coopération pour pouvoir engager certains projets. En tout cas, on sent que l'État est d'accord avec cette démarche parce que le Premier ministre même avait présidé la cérémonie d'ouverture. Et ça veut dire que cela peut être
C'est une dynamique. Au niveau de la ville de Niamey, déjà, Michel, au niveau de la ville de Niamey, déjà, le président du conseil de ville a aussi engagé une telle démarche pour faire en sorte que dans la ville de Niamey, où il y a encore malheureusement des classes en paillotte, qu'elles puissent disparaître. Il y a un projet similaire qui est engagé. De 20 milliards de francs CFA pour le projet. C'est très bien. Mais je suis d'accord avec mes deux interlocuteurs que l'idéal, c'est qu'on arrive à un point de développement où on peut se passer de l'aide extérieure. Peut-être que ce n'est pas le cas maintenant, mais déjà, il faut saluer l'initiative de ces municipalités-là. Peut-être, moi, ce que je pourrais critiquer, c'est le fait que ça intervient à un mois de la rentrée scolaire. Moi, j'aurais bien voulu que, dès le début des vacances, qu'une telle initiative puisse être engagée afin qu'on puisse préparer. C'est très souvent. Pour Niamey, par exemple, c'est 2022-2024. Peut-être qu'à leur niveau également. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que même si aujourd'hui, même s'il faut mobiliser les maires de fond, ça veut dire que ces classes-là, même s'il faut les construire, ce n'est pas pour l'année scolaire qui va démarrer. C'est-à-dire que, oui, voilà. Donc, moi, j'aurais bien voulu... Mais que peut faire l'État de façon générale, puisqu'il n'y a pas que deux régions du pays qui sont concernées. Et là, c'est des villes, puisque le conseil de ville n'englobe pas toute la région, malheureusement. Donc, Michel, que peut faire l'État pour réussir c'est très simple. Ce remplacement progressif. Moi, je suis pour que l'État s'implique le moins possible au nom de la décentralisation. On a 266 communes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai. Donc, l'État confie la mission. Ce que Arimidi est vrai aussi. Les municipalités n'ont pas les moyens. Mais je pense qu'il faut mettre l'accent sur la coopération avec d'autres municipalités qui ont plus d'argent, peut-être pas national, à l'international, des jumelages pour faire en sorte d'avoir les moyens pour pouvoir engager de tels projets qui sont extrêmement importants. Merci beaucoup. Parlons donc à présent du bilan des inondations qui continue à faire l'actualité au Niger. À la date du 5 septembre 2022, environ 150 000 personnes sont sinistrées suite aux fortes précipitations enregistrées au Niger selon le bilan évolutif publié par la Direction générale de la protection civile. Ce même bilan fait état de 106 morts, dont 77 par effondrement et 29 par noyade. Aussi, l'on note plus de 15 000 maisons effondrées cette année. Toutes les 8 régions du Niger ont enregistré des sinistrés. La région de Zandé est la plus touchée avec 53 631 personnes sinistrées, suivie de Maradi qui a enregistré à la même date 26 973 personnes sinistrées. Aboukari, Arimi, quelle analyse vous suscitent ces chiffres de la Direction générale de la protection civile sur les inondations au Niger? C'est triste vraiment parce que ce n'est pas des pluies aussi diluviennes qu'on les croit, mais c'est aussi la nature de nos constructions, n'est-ce pas, qui ne sont pas adaptées, puisque même si à une certaine période il a beaucoup plu dans ce pays, cette fois, certainement en faveur du changement climatique, n'est-ce pas, on enregistre beaucoup plus de pluie, en tout cas dans un laps de temps court sur l'ensemble du territoire national. Je crois qu'on doit prévenir encore une fois de plus, n'est-ce pas, encourager les populations vraiment à construire avec des matériaux définitifs. Les gens n'ont pas les moyens, je le sais, mais il faut encourager et soutenir ces genres d'initiatives, mais aussi dans la prévention. On doit vraiment... on a vu ailleurs quand il y a des pluies, puisqu'on sait aujourd'hui, on a un certificat de météorologie assez développé qui arrive à prévenir et tout. J'étais à Zender d'ailleurs quand il y a eu les 160 mm, et justement, dans certains villages de la région, justement, des moments comme ça, on ne peut pas laisser cette pluie-là atteindre des populations qui sont dans des cases ou dans des chambres en banco et que cela n'arrive pas. Il faut prévenir, pouvoir même déplacer la population s'il le faut. Gouverner, c'est prévenir, vraiment. Donc il faut vraiment travailler dans le sens de prévenir. Il y a quelques jours, on avait parlé... Parce que c'est des problèmes récurrents. Voilà, c'est récurrent dans tous les cas. On avait dit est-ce qu'on peut espérer que cette situation des inondations s'améliore dans les jours à venir? Comment on peut changer la nature? Chaque saison de pluie, la pluie, c'est Dieu qui fait tomber la pluie, non? Est-ce qu'on peut dire, bon, on n'en a pas tellement besoin cette fois-ci, la météo fait ses prévisions, mais quand la période arrive, il y aura la pluie, n'est-ce pas? On est dans une situation comme ça et on sait que quand ça vient, en quantité, il y a tellement de quartiers, les matériaux de construction arrivent en Napalais. Mais est-ce qu'il y a une politique de l'habitat dans ce pays?
C'est la question qu'il faut interroger. Un pays où l'État ne crée pas les conditions pour que le pauvre puisse accéder, en tout cas avoir ne serait-ce qu'une maison modeste, mais en matériaux définitifs. C'est cette situation. Il faut donc en plus, revoir le plan d'urbanisation. Non, le plan d'urbanisation, tout ça. Même des maisons en dur sont en train de tomber parce qu'il n'y a pas les infrastructures de drainage d'eau. Quand ça vient, vous avez acheté un terrain dans un bas-fond. Mais alors, la pluie vient. Des maisons en dur sont en train de s'effondrer. Mais alors, quand il n'y a pas la voirie, bien évidemment, il y a beaucoup de quartiers à Niamey où aujourd'hui, c'est des quartiers qui sont impraticables. Prenez cette voie seulement qui est ici. Vous voyez cette voie, à quoi ça ressemble? Pourtant, c'est une voie importante. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, en fait, la difficulté. C'est vrai, il y a la question des infrastructures. Voilà. À Niamey, par exemple, il y a la digue qui est au niveau de la rive droite qui, jusqu'à l'heure actuelle, quand même, arrive à tenir. On espère que ça continue. Mais quels sont aujourd'hui les grands défis, Gary Amadou, par rapport à ces inondations? En cette veille, il faut le souligner, de rentrée scolaire, puisque 150 000 personnes sinistrées, ce n'est pas facile. Beaucoup de ces sinistrés sont recasés dans les écoles. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est ce que Hussein a dit là, il faut une politique de l'habitat qui soit vraiment, en tout cas, assez audacieuse. Vous êtes dans un pays où le sac de ciment coûte 6 000, je crois. Mais comment pouvez-vous... Mais tant qu'il y aura de maisons en banco, et tant qu'il y aura de pluie, comme l'a dit Hussein, des maisons vont tomber. Ça veut dire vous proposez quoi? Mais attendez, on a des cimenteries. Non, mais attendez. Subventionné, par exemple. Non, mais on a des cimenteries. Mais comment est-ce qu'on peut acheter du ciment cher dans ce pays-là? Il faut encourager, il faut créer une politique qui va faire en sorte que le ciment va être abordable, de telle sorte que les gens peuvent acheter le ciment et reconstruire. Aujourd'hui, même dans la ville de Niamey, entre deux immeubles, vous allez voir une maison en banco. Comment on peut expliquer ça? Entre deux immeubles de maisons en banco. Les gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas construire, mais les matériaux de construction sont chers, le ciment est cher. Comment est-ce que les gens peuvent faire? Mais vous croyez que ces villages-là, là où les maisons sont tombées, là, vous croyez que l'année prochaine encore, quelle est la mesure qu'on peut prendre pour que les maisons ne tombent pas? Non, comme l'a dit Hussein, la pluie va tomber. Et comme c'est en banco, elles vont tomber. Mais il faut encourager les gens. Il faut avoir une bonne politique pour faire en sorte que... L'État doit donc accompagner. Bien sûr. Merci beaucoup. Nous terminons le forum de la presse de ce soir avec du sport. L'équipe nationale de football du Niger, le MENA A-Prime, a battu les éperviers du Togo en match retour par 3-1 samedi dernier à Cotonou au Bénin. Le MENA obtient ainsi sa qualification pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Aboukiari, Arimi, quelles ont été les grandes étapes ayant conduit à cette qualification du MENA au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022? Écoutez, CHAN 2023. Nous, on est qualifié au titre de la zone IFOA B. Heureusement, pour ce qui est du CHAN, en tout cas, je crois que c'est le calendrier international et continental qui l'impose. C'est juste sur une rencontre en aller-retour qui qualifie l'équipe en phase finale de CHAN. Et nous avons perdu contre le Togo à l'aller, à Lomé 1-0. Et on est venu à Cotonou, comme le stade Kounché est suspendu. On a gagné 3-1, juste vraiment ce qu'il faut pour pouvoir se qualifier. Bon, les qualifications de ce genre nous réussissent, mais aussi il faut reconnaître, on est à notre 4e qualification, bien sûr. Ce qui n'est pas rien, donc on est à peu près des spécialistes de la compétition, 4 qualifications sur 7, ce n'est pas rien. Mais c'est dû au fait aussi que depuis 20 ans, pratiquement je dirais 20 ans, 2005, depuis 2005 en tout cas, depuis donc une vingtaine d'années. La première qualification c'était en 2011. 2011, tout à fait. Le championnat, avant ça, en prémisse, il y avait le tournoi de l'UFOA. N'est-ce pas? Où on a toujours joué les premiers rôles. On a joué plusieurs finales et on a remporté une de ces compétitions-là ici même à Niamey. En fait, pour tous ceux qui regardent les joueurs locaux, en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, le Niger passe pour être assez spécialiste parce que c'est le pays qui organise depuis donc une vingtaine d'années son championnat national régulièrement. Il y a eu une période où notre équipe nationale, même la A, se confondait à la A' parce que
on a essentiellement des joueurs qui jouent dans notre championnat, dans nos équipes. Aujourd'hui, on a quelques joueurs qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas le cas, par exemple, du Togo qu'on vient d'éliminer. Le Togo peut te faire une équipe essentiellement constituée de joueurs qui jouent en Europe. N'est-ce pas? Le Burkina ou le Mali, n'en parlons même pas. Et donc, c'est à notre avantage. Et je pense qu'on doit prendre au sérieux cette compétition parce que, à part le Soudan, où on est allé jusqu'en quart de finale, et c'est le Soudan qui nous a sortis parce qu'on a joué à Khartoum contre le Soudan, c'est au tir au but. C'était le MENA de Chikoto, de Ago, c'était Doula encore qui était entraîneur. Et donc, il faut prendre au sérieux. En sport, un des secrets, c'est de vraiment renforcer là où tu es le plus fort. Le Kenya, par exemple, le plus fort. Le Kenya, par exemple, c'est en athlétisme. Le Chan, on doit en faire notre affaire. Participer, ça ne suffit plus. 4 fois sur 7, c'est énorme. Et donc, voilà, merci Hussein Issa. On est allé en quart de finale, il l'a dit, c'était en 2011 au Soudan. Est-ce qu'on peut espérer mieux cette année? Je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut valoriser les compétences locales, n'est-ce pas? Je constate que Harouna Doula, chaque fois qu'il prend une équipe, que ce soit l'équipe, il donne des résultats, n'est-ce pas? Et après, on le dégage, on amène quelqu'un, on va aller recruter quelqu'un pour venir prendre. Moi, j'ai dit, il faut compter d'abord sur ses propres compétences, sur ses propres valeurs internes. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils puissent, en tout cas à l'occasion de l'édition de 2023, là, qu'ils puissent aller en finale et remporter la coupe. Pour moi, c'est pour une fois qu'on dise que le Niger a gagné, même si c'est une compétition un peu, comment dirais-je, ce n'est pas... C'est pas à l'image de la CAN, parce que la CAN est plus importante. C'est le souhait. Mais maintenant, il faut aussi vraiment continuer à travailler dans ce sens-là et à compter surtout sur les locaux. Parce que les gens, souvent, comment on les appelle même, ceux qui vont ceux qui vont ailleurs là, quand ils viennent, ils ont la grosse tête souvent, ils ne se disent pas que c'est pour le pays qu'ils sont. En tout cas, c'est l'image sur le drapeau du pays. Merci beaucoup. C'est vrai, la particularité du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, c'est que ça valorise les joueurs locaux qui ne quittent donc pas leur pays. Êtes-vous optimiste également, Gary Amadou, par rapport à cette participation? Est-ce qu'on pourra faire mieux qu'en 2011 au Soudan, par exemple, et peut-être arriver à remporter la coupe, pourquoi pas? Je ne sais pas si on peut faire mieux, je ne sais pas si on peut remporter la coupe, mais comme l'a dit Hussein, comme ils l'ont dit, il faut déjà qu'on compte déjà sur nos compétences locales, surtout en matière d'entraîneur. Moi, je rends hommage à Harouna Doula. Cet entraîneur-là, c'est un entraîneur local qui a beaucoup quand même, qui a un pedigree qui est assez important, mais je ne sais pas si c'est pas son salaire de fonction publique qu'il prend. En même temps, je ne sais pas si la FENIFOOT lui fait un cachet à part, je ne sais pas. Mais c'est ça le scandale. Et je vous dis, il y a une affaire dans l'affaire. Il y a la qualification, on est content, voilà, on est qualifié. Mais Harouna Doula, il est payé combien? Hussein l'a dit, on fait venir un entraîneur, on le paye des millions, on le loge à l'hôtel. Harouna Doula, il n'a que son salaire de fonctionnaire. Regardez ce qu'il fait. Mais pire, on est en train en tout cas d'applaudir et tout, alors qu'on a un stade qui est sanctionné. Mais ça, c'est ce que j'ai dit. Il y a l'affaire de l'affaire. On est qualifié, c'est bien joli, mais on a un entraîneur qui n'est pas pris à sa valeur, qui n'est pas bien traité. Pour moi, la FENIFOOT doit lui faire un cachet exceptionnel, mensuel, Harouna Doula. Merci beaucoup. Et on ne le fait pas. Et comme ça, il faut valoriser l'entraîneur, puisque c'est lui qui pousse, c'est lui qui booste. Il faut valoriser l'entraîneur et il faut d'abord, moi je pense que pour le prestige de la FENIFOOT, je crois qu'il y a un contrat avec les Chinois pour rénover le stade, je ne sais pas. Mais voilà, il y a donc beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Nous sommes au terme de ce forum de la presse de ce vendredi 9 septembre 2022. Merci de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de nos confrères. Hussein Issa, journaliste indépendant, Gary Amadou, journaliste au journal La Nation, et Abakiari Arimi, il est journaliste à la radio alternative. Merci beaucoup, chers auditeurs et téléspectateurs de nos médias partenaires, de nous avoir suivis. À la régie son, Amina Hassan. À la réalisation vidéo, nous avons Ayoub Mustafa.
Je vous souhaite de passer une agréable soirée et au revoir.